Le loup en Suisse. Expérience faite dans les Grisons. Je m'appelle Marcel Tsuguer, j'habite à Salouf, près de Savonine. J'ai grandi dans le canton d'Argovie. J'ai suivi une formation de biologiste diplômé à l'EPF de Zurich et depuis 25 ans, j'habite dans le canton des Grisons. Voici mon CV, un profil classique en lien avec l'écologie. Et pourtant, j'ai l'honneur de m'adresser à vous aujourd'hui et j'espère que vous m'écouterez quand même. Voilà à quoi ressemble mon village. C'est Salouf, à 1250 mètres d'altitude, au cœur du canton des Grisons. Un magnifique paysage cultivé, entretenu et exploité, très riche en biodiversité grâce aux agriculteurs engagés qui ont façonné ce paysage depuis de nombreuses années et qui continuent à l'exploiter. C'est là, près de la Flèche Rouge, que j'habite. Les points rouges représentent les observations de loups de 2022. Plus ils sont foncés, plus elles sont récentes. Les points noirs sont les endroits où des animaux d'élevage ont été tués en 2022. Peu importe le nombre d'animaux attrapés ou tués, ce sont juste les attaques. Sur cette carte du canton des Grisons, les observations de loups faites par la population sont immédiatement mises en ligne. Depuis mon enfance, j'ai toujours été très intéressé et passionné par la nature. Et comme la plupart de mes collègues de l'époque, j'étais également passionné par le loup. En 1997, j'avais écrit que nous devions réserver un bon accueil au loup quand il sera de retour sur son ancien territoire. À l'époque, la plupart de mes amis et moi-même avions lu le livre d'Eric Simon. Il avait étudié le loup en Europe de l'Est et en Scandinavie. Il avait décrit le loup tel que nous le connaissions dans la littérature. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que ce n'est qu'une petite partie de cet animal. À l'époque, on ne connaissait de loin pas toutes ses faces. Pour commencer, je vais vous faire un petit historique. Les loups ont été exterminés il y a 150 ans. Ils étaient déjà très rares depuis des siècles. Et c'est en 1871 que le dernier tir officiel en Suisse a eu lieu au Tessin. Puis le retour a commencé en 1990, date de la première observation spectaculaire au Valais pour moi et mes amis. Ensuite, il ne s'est pas passé grand-chose pendant 20 ans. Voici la population de loups en Suisse. Il y en avait parfois 2, parfois 5, parfois 10, mais pas de meute. Cela s'est fait lentement et sans grands incidents de prédation. Et puis, il y a eu la sensation suivante. En 2012, la première observation de louveteaux sur le Calanda. Je m'en souviens avoir pensé à l'époque, « Waouh, un animal aussi rare! Comment est-ce possible dans notre paysage si urbanisé, mis à si rude épreuve ?» J'en étais réjoui, mais à la folie. Puis, le développement tumultueux a commencé, comme un tremplin. Selon les chiffres officiels, 148 loups ont été génétiquement identifiés en Suisse en 2021. En réalité, il y en avait certainement 30 à 50% de plus que l'on n'a pas observé directement. Il s'agissait probablement de 16 meutes. Pour l'année 2022, 19 meutes ont déjà été recensées. Le canton des Grisons, qui représente 1/6 de la superficie de la Suisse, abrite à lui seul plus de la moitié de la population de loups. 11 meutes et 2 couples sans petits. C'est une évolution explosive à laquelle personne ne s'attendait et que je n'aurais jamais pu prévoir lorsque j'ai écrit l'article en 1997 que nous devions accueillir le loup. Je vous fais un peu de biologie sur les loups, car c'est important pour comprendre ce qui se passe dans la nature. Les loups sont des athlètes de haut niveau. Leur taille et leur posture sont équivalentes à de grands chiens, comme par exemple des bergers allemands, puissants et bien entraînés. Ils peuvent atteindre une vitesse de 60 km/h. Et très important à savoir, ils parcourent 20 à 80 km par jour, surtout la nuit. Il faut juste se rendre compte que si quelque chose s'est passé à 20 ou 30 km de chez vous, il est tout à fait possible que le même loup soit devant votre porte la même nuit ou la nuit suivante. Les loups sont très sociaux et vivent en meute. Les louveteaux naissent au début du printemps dans une tanière appelée tanière de Misba.
et sont nourris et allaités exclusivement par leur mère pendant le premier mois. Pendant cette période, la mère est approvisionnée en viande par les autres membres de la meute afin qu'elle puisse se consacrer entièrement à ses petits. Après environ un mois, il sort de la tanière sur ce qu'on appelle la place de rendez-vous. Il peut s'agir d'un tout autre endroit du territoire, loin de la tanière, d'une parcelle de terrain plutôt isolée, avec de nombreux abris tels que des pierres, des rochers, des broussailles, des arbres, où les petits peuvent se cacher. Et pendant que les autres partent à la chasse, un ou deux membres de la meute restent là pour s'occuper des louveteaux, un petit peu comme un jardin d'enfants. Ils atteignent généralement la maturité sexuelle à l'âge de 2 ans. Concernant la structure de la meute, chez nous, ces meutes de loups sont toutes, sans exception, des groupes familiaux, dirigés par les chefs, une femelle et un mâle, le couple reproducteur. Les jeunes de l'année précédente sont en règle générale toujours là, ainsi que les jeunes de l'année en cours. Vers le printemps, lorsque les louveteaux suivants naissent, les animaux de l'année précédente, qu'on appelle des subadultes, partent. Il s'agit donc d'un exode permanent des animaux, en règle générale âgés de 2 ans. Ça peut être légèrement plus vite ou plus tard. En Suisse, les meutes sont généralement des groupes familiaux de 7 à 13 animaux. En Allemagne, il existe des meutes isolées comptant jusqu'à 25 individus. À ma connaissance, en Europe, nous n'avons pas de meute plus grande que ça. Ce nombre dépend de différents paramètres. Jusqu'à présent, en Suisse, nous n'avons pas recensé de meute si grande. Qui vient au monde doit aussi mourir un jour. À l'état sauvage, dans les pays de l'Est, la mortalité pour les loups est de 50% au cours des 3 premiers mois. Et après la première année de vie, il ne reste plus qu'environ un quart des jeunes. Cette mortalité juvénile est toutefois très faible chez les loups en Suisse. On peut le comprendre si on connaît les causes de ces mortalités. En premier lieu, il y a les loups eux-mêmes, c'est-à-dire loup contre loup. Une meute définit son territoire en le marquant régulièrement. Les intrus dans les territoires sont chassés. Les loups, les meutes défendent leur territoire contre les voisins afin de ne pas se faire piller leur nourriture, en l'occurrence leur proie. Si l'intrus n'est pas assez rapide pour se sauver, il y aura une bagarre qui peut conduire à des blessures ou directement à la mort. C'est un phénomène fréquent. Mais le manque de nourriture n'est guère un problème en Suisse pour le moment. D'autres facteurs sont les maladies et les blessures dues aux proies. S'attaquer à un cerf peut être dangereux, car il se défend et sera capable d'infliger des blessures mortelles à un loup. En Europe de l'Est, on a constaté des mortalités dues à des attaques d'ours ou de lynx. On a aussi constaté, à certains endroits, que les lynx visitent systématiquement les tanières de loups et tuent les louveteaux. Cela ne semble pas se produire en Suisse, bien que plusieurs territoires de loups se superposent à des territoires de lynx. L'alimentation principale des loups est la viande, des animaux de petite taille à grande taille, depuis la souris jusqu'aux plus grands animaux sauvages, comme le bison. Pour le loup, n'importe quelle viande est bonne à se mettre sous la dent, ou chez les animaux d'élevage, des chèvres, moutons, veaux, vaches, voire chevaux, qui sont attaqués, tués et consommés. Les animaux de compagnie, comme les chiens et les chats, peuvent également être très appréciés. Dans certains endroits, les loups mangent aussi des déchets urbains de la même façon que les renards. Un chiffre important. Par jour et par animal, un loup a besoin d'environ 3 kg de viande pure. Si on reconvertit ça sur un animal vivant, ça donne environ 7 kg de biomasse avec la peau, les os, les poils, etc., qui est utilisée. En d'autres termes, une meute a besoin d'environ 250 cerfs par an pour se nourrir. Dans les grisons, on compte environ 16 à 18 000 cerfs, dont plus de 5 000 sont tirés chaque année lors de la chasse. Nous avons donc une table très richement garnie pour les loups. J'en arrive maintenant au conflit de l'approvisionnement en nourriture. Lorsque cela arrive à proximité des habitations, la stupéfaction est grande chez les gens.
Et quand un chameau mort ensanglanté se retrouve sur la piste de ski de fond, ce sont aussi les touristes qui restent stupéfaits. Et là, c'en est fini avec la stupéfaction, la tolérance, lorsque ce n'est plus qu'un seul animal qui est tué, mais tout un groupe, ou des demi-troupeaux de moutons, ou d'autres animaux de rente, qui ne sont souvent consommés que partiellement. Si je veux faire l'avocat des loups et prendre leur défense, je dirais, c'est pas une frénésie de sang, comme on a l'habitude de le dire, mais ce comportement a du sens dans la nature. Imaginez que j'ai une famille de 10 à 12 membres, comme la meute, que tous ont faim et que chacun a besoin de ses 7 kilos de biomasse par jour. Si j'ai la possibilité de tuer non pas un cerf, mais 2 ou 3, alors j'en tue tant que je peux. Comme ça j'ai de la réserve et tout le monde peut se remplir le ventre. Mais pour les animaux sauvages, quand un se fait attraper, les autres s'enfuient. C'est le comportement normal de la fuite et il n'y a pas de clôture pour les retenir. Pour les animaux domestiques, comme les moutons par exemple, la situation est différente. Ils sont gardés à l'intérieur des clôtures et ils ne sont pas aussi craintifs que des animaux sauvages. C'est nous qui l'avons voulu ainsi, pour que nous puissions bien nous occuper d'eux et qu'ils aient une relation de confiance avec nous. Nous les avons délibérément déshabitués aux réflexes de fuite. Avec les loups, ce comportement est contre-productif, car nos animaux restent plantés à proximité de l'attaque, et tant qu'il y a quelque chose qui bouge, les loups mordent, attaquent et font quasiment comme des réserves pour les jours suivants. Nous avons vu tout à l'heure la courbe sur le graphique de l'évolution de la population de loups dans les Grisons. Il y a un doublement de la population en 2 ans. Ce doublement se rapporte sur les attaques envers les animaux de rente. En 2020, dans le canton des Grisons, il y a eu officiellement 257 attaques reconnues par les autorités. En 2022, près de 500 attaques ont eu officiellement lieu, jusqu'au 20 novembre. Donc, vraiment un doublement des attaques. Ce qui est plus grave que cette augmentation de prédation, c'est que nous protégeons aussi beaucoup plus les troupeaux qu'il y a 2 ans et que nous n'arrivons toujours pas à maîtriser l'évolution des prédations sur les animaux de rente. Il y a 2 ans, environ 15% des animaux prédatés étaient des troupeaux protégés et en 2022, environ 70 à 80% des animaux tués étaient protégés. Comme on peut le voir, pour la plus grande partie de ces 500 animaux tués, les loups ont eu raison de la protection très coûteuse des troupeaux. De nombreuses personnes se demandent aujourd'hui où allons-nous avec cette évolution. Une affirmation que l'on entend toujours de nouveau, les loups s'autorégulent tout seuls. Ils ne se multiplient pas à l'infini. Ils ont aussi des virus et des maladies. C'est le cas de tous les animaux sauvages. À cela s'ajoutent les mécanismes de contrôle des territoires de la meute. S'ils sont trop nombreux, ils sont tués par leurs congénères. Dans les manuels de biologie, on représente ça comme cette courbe noire ascendante. Au début, il y a cette forte croissance exponentielle dans laquelle nous sommes maintenant pleinement engagés. Et lorsque la limite de capacité est atteinte, la courbe s'aplatit. En règle générale, cela fonctionne bien. Mais ici, la question est de savoir combien de loups cela représentera-t-il. En résumé, les loups ont besoin d'une zone centrale, calme, où ils mettent au monde leurs petits. Actuellement, ils ont encore besoin de ce calme. Mais plus ils s'habituent à nous, aux activités humaines, moins cela aura d'importance. Ils ont besoin de suffisamment de nourriture. En ce moment, il y a suffisamment de nourriture avec nos populations de gibier. Ils ne devraient même pas s'attaquer à nos animaux de rente. Qu'est-ce que cela pourrait signifier pour les Grisons? Le canton compte environ 7000 km², soit 1/6 de la Suisse. Une meute a besoin d'un territoire d'environ 200 à 250 km². Avec un simple calcul, nous pourrions avoir 28 meutes rien que dans le canton des Grisons. Sur cette carte, on voit les lignes rouges foncées étirées.
Ce sont des meutes chez lesquelles des jeunes ont été observés en 2022. Les lignes pointillées sont 2 meutes plus âgées qui n'ont pas eu de jeunes en 2022. Et ces 2 lignes noires sont des couples sans jeunes. Donc, 11 meutes, ligne foncée, et 2 couples, 13. Cela représenterait environ la moitié de la limite de capacité possible de 25 à 30 meutes dans le canton des Grisons. Il est aussi tout à fait possible que les meutes se rapprochent un peu de plus les unes des autres quand le territoire devient plus étroit. Une constatation qui a été faite à l'étranger, les territoires ne mesurent souvent guère plus que 150 ou 200 km². La capacité de 25 à 30 meutes dans les Grisons est donc très réaliste. Si l'on ramène ce chiffre à la Suisse, cela représenterait 170 meutes. Et si je ramène ce chiffre pour l'ensemble de l'Europe, qui compte environ 10 millions de km², cela représenterait 40 000 meutes, ce qui nous donne soit près d'1 demi-million de loups. Actuellement, l'évolution va directement dans ce sens. Comparé à la densité actuelle dans le canton des Grisons, il devrait y avoir actuellement 150 000 à 200 000 loups en Europe. Cela montre que les loups sont des animaux très prospères. Ils habitaient autrefois tout l'hémisphère nord, et l'Europe est le seul endroit qui a été largement exempt de loups, surtout l'Europe centrale et méridionale. En Europe de l'Est, il y a toujours eu des loups, avec des populations plus ou moins importantes. En orange, l'aire de répartition des loups. En rouge, l'aire de répartition de l'économie alpestre. Cette économie alpestre, sous la forme comme nous la connaissons chez nous, n'existe qu'en Europe centrale. Elle n'a pu se développer qu'au cours des 300 dernières années, après l'éradication des loups. Avant cela, il y avait une autre économie alpestre en Europe centrale, mais pas sous la forme actuelle. Plutôt quelque chose de semblable à ce qui se pratique par exemple aujourd'hui encore en Mongolie. Une coexistence en économie alpestre comme nous la connaissons aujourd'hui avec les loups n'a jamais existé. D'abord nous avons éliminé les loups, puis nous avons développé notre système d'économie alpestre. Ce système d'économie alpestre a façonné le paysage suisse qui est synonyme de beauté. En Allemagne, on dit quand un paysage est particulièrement beau et bien entretenu que c'est un paysage suisse. C'est précisément pour cette raison que la Suisse saxonne a reçu ce nom-là en Allemagne. Les touristes du monde entier apprécient ce paysage culturel suisse, diversifié, riche en structures, avec une grande biodiversité, entretenue au fil des siècles. En d'autres termes, c'est ce qui attire les touristes chez nous. Ce paysage n'attire pas seulement les touristes du monde entier. Outre la grande diversité des espèces, l'agriculture de montagne et l'économie alpestre suisse offrent de nombreux emplois en plus du tourisme, y compris dans les secteurs en amont et en aval. L'économie herbagère, qui s'est développée sur plusieurs siècles, fournit des denrées alimentaires de très haute qualité, comme le fromage d'alpage qui est demandé jusqu'en Allemagne. La viande, comme la viande de bœuf de pâturage bio, qui est également très demandée et très bonne, l'économie alpestre est également à la base de l'occupation de l'espace rural. Ainsi, nous prenons soin de la nature et obtenons en même temps des aliments de très haute qualité avec le plus grand bien-être animal, comme demandé et souhaité par les consommateurs. On ne peut donc pas faire mieux. Cette agriculture herbagère n'est, ma foi, pas des cultures de céréales et de légumes, mais représente tout de même 70 à 75% de la surface de la Suisse, d'où il en ressort du lait, du fromage et de la viande. Ce n'est malheureusement pas de la nourriture pour les véganes, mais ce sont des aliments très nourrissants. Et finalement, c'est ce que nous donne notre magnifique paysage. L'herbe est en fait l'énergie solaire transformée qui est ensuite transformée en viande ou en lait, et la biodiversité est ainsi également entretenue. Au final, cette exploitation de nos alpages est une façon unique qui permet d'entretenir une très riche biodiversité, la beauté de notre paysage et de produire de la nourriture dans un cercle fermé. Si ça n'avait pas été développé ainsi par nos ancêtres, il serait aujourd'hui
Urgent de le créer. Voilà à quoi ressemble un de ces paysages, photographié depuis ma montagne. En haut, sur les rochers, la nature est intacte. Elle n'a jamais été cultivée, façonnée. Tout ce qui est en dessous, où il y a de l'herbe, est un paysage cultivé et façonné par l'homme. Si l'homme n'était pas là, la limite de la forêt serait beaucoup plus élevée. Ce serait une nature sauvage, entre guillemets la jungle. Ce paysage cultivé est tellement caractéristique de la Suisse. Il faut bien se rendre compte que la plus grande partie de notre biodiversité est apparue grâce à l'intervention de l'homme. Les alpages ont été créés et sont maintenus grâce à la pâture, les prairies grâce à la fauche. S'il n'y avait plus d'animaux, nous n'aurions plus besoin de foin pour les animaux en hiver. Les prairies ne seraient plus fauchées. Il n'y aurait plus non plus besoin de surface à litière, traditionnellement utilisée pour faire la litière aux animaux en hiver. Ces surfaces ne seraient plus fauchées, ni entretenues par les agriculteurs. S'il n'y a plus de bétail, il n'y a plus d'agriculteurs. S'il n'y a plus d'agriculteurs, les prairies ne seront plus fauchées, plus entretenues. En résumé, si le paysan part, la nature perd. En bas à gauche, cette prairie fleurie avec des orchidées est un produit naturel, un produit cultivé, fabriqué par le paysan. Lorsqu'il arrête de faucher, l'embroussaillement s'installe et cette splendeur florale ainsi que tous les insectes qui vivent dans ces milieux disparaissent. L'espace alpin est devenu un haut lieu de la biodiversité d'importance européenne. Ici, on voit un azuré. Moi, en tant que biologiste, je ne vois pas seulement un papillon bleu. Des azurés, il y en a environ 20 à 30 espèces différentes. Celui-ci est une espèce très particulière, Azuré des Cities, que l'on trouve dans les Grisons, en Valais et à Genève. Il a disparu de la plaine du plateau suisse. Les points rouges sont des observations faites après l'an 2000. Les points jaunes datent de bien avant l'an 2000, quand l'azuré existait encore à Winterthur, Zurich, Bâle, Berne, etc. Et maintenant, je superpose la carte des territoires des loups. C'est exactement là où vivent ces papillons que les loups arrivent. Cet azuré, comme beaucoup d'autres espèces apparentées, ne vit pas dans les paysages abandonnés, désertés par l'homme, mais il a besoin de prairies maigres combinées avec les bons arbustes. Dans la plaine, sur le plateau suisse, il a très probablement disparu à cause de l'urbanisation et du bétonnage du paysage. Chez nous, il disparaît si les agriculteurs abandonnaient l'exploitation et si les prairies se couvraient de végétation buissonnante. Ce serait l'arrêt de mort de ces papillons rares. Je pourrais continuer ce jeu à l'infini. Voici encore 2 exemples. Le tarier des prés et la huppe faciée ont à nouveau exactement la même présence, là où les loups sont maintenant. Depuis 40 à 50 ans, ces oiseaux ont complètement disparu de la plaine et du plateau suisse. Ils n'apparaissent que dans l'espace alpin, au bord du lac Léman, en Valais, dans les Grisons et l'arc jurassien. Une petite colonie de tariers des prés survit encore au pont de Martel et dans le périmètre du parc Chasseral, où les agriculteurs locaux travaillent en étroite collaboration avec la station ornithologique de Sempach pour la sauvegarde de cet oiseau. Exactement là où les loups arrivent maintenant que ces oiseaux rares sont présents. Ce sont tous deux des espèces animales strictement protégées selon la Convention de Berne. Et ce sont des espèces dites parapluies. Cela signifie que lorsque le milieu est favorable à ces espèces, de nombreuses autres espèces en profitent également, car l'habitat est alors vraiment de très grande qualité. Le tarier des prés niche au sol dans les prairies extensives fauchées tardivement, au milieu de la prairie. Si les arbres ou buissons en bordure deviennent trop denses, trop hauts, le milieu ne lui convient plus et il disparaît. De ce fait, c'est un indicateur de paysage ouvert, géré de manière extensive. Il est vraiment un indicateur de lieu où se trouvent de nombreuses fleurs rares, des plantes, des papillons, d'autres insectes, des abeilles, etc. La huppe faciée aime les pâturages extensifs, les vergers d'arbres haute tige.
On en trouve quelques exemplaires dans les Grisons, à Dolmetsch, à Mayenfeld, Coire et le Fünfdörfer. La huppe faciée est un vrai suiveur des cultures extensives. Elle ne vit pas dans les forêts vierges, mais dans des paysages exploités et façonnés de manière extensive. De nouveau là où les loups arrivent maintenant, on y trouve aussi ces oiseaux rares. Les loups sont certes aussi strictement protégés par la Convention de Berne. Néanmoins, la gestion des loups doit être plus pragmatique. Il existe un conflit d'objectifs classique entre les différentes espèces protégées au même statut, comme la huppe faciée, le tarier des prés et le loup. Cependant, la huppe faciée et le tarier des prés figurent sur la liste rouge, alors que le loup ne figure pas sur la liste rouge, du moins pas en Europe, et est donc depuis de nombreuses années pas une espèce menacée en Europe. On estime qu'il y a entre 22 000 et 30 000 loups dans toute l'Europe. Une chose est certaine, c'est qu'il y a de grandes quantités de loups pour toute l'Europe. Ce qu'il faut aussi absolument savoir, c'est que les loups ne sont pas des indicateurs de biodiversité. On ne peut pas dire, si le loup est là, que tout est merveilleux et que la nature est intacte. Les loups s'acclimatent très bien partout à leur environnement, et de ce fait, ils peuvent s'installer partout, que ce soit dans des paysages d'exploitation intensive ou extensive, en montagne, en plaine ou même en milieu urbain. Les espèces qui dépendent vraiment de la présence du loup pour leur survie sont très rares, voire même inexistantes. Venons aux responsabilités de la Suisse, aux responsabilités des agriculteurs. Et ça, c'est vraiment très important de le relever. Il y a des buts environnementaux que l'agriculture doit atteindre. Ces buts sont régulièrement contrôlés par la Confédération sur environ 1700 espèces, pour voir si l'agriculture atteint bien les objectifs écologiques souhaités. Juste au passage, il y a en Suisse environ 50 000 espèces différentes, dont justement 1700 espèces doivent être protégées et sauvegardées par l'agriculture suisse. Des espèces qui vivent uniquement dans les milieux cultivés extensivement écologiquement. Ces espèces ne peuvent pas vivre en forêt, ni sur les cours d'eau, les lacs, ou encore dans les milieux bâtis, bétonnés. Ils sont vraiment dépendants des paysages cultivés et exploités de façon extensive. Donc, l'agriculture est responsable de la survie de ces 1700 espèces. Et ce qui est aussi très important de savoir, c'est que 95% de ces espèces se trouvent dans les régions de montagne, dont l'arc jurassien en fait partie. Donc seulement un tout petit 5% de ces espèces se trouvent en plaine ou sur le plateau suisse. Ce sont vraiment les montagnes, dont l'arc jurassien en fait partie, qui abritent la quasi-totalité de nos espèces menacées. Pour plus de 1000 espèces rares protégées, comme le tarier des prés, la huppe faciée, l'azuré des Cytises et bien d'autres qui figurent sur la liste rouge parce qu'elles sont menacées d'extinction, elles se sont complètement retirées dans les zones de montagne et dépendent uniquement des agriculteurs de montagne et de leur travail. Ce qui veut dire que si l'agriculture de montagne venait à disparaître et que ces surfaces agricoles commencent à se fermer avec des buissons, ces espèces-là, ainsi que 1000 autres espèces, seraient définitivement perdues pour la Suisse. Faut vraiment bien se rendre compte qu'elles restent ou survivent uniquement dans nos zones de montagne grâce à l'exploitation agricole, bien sûr pas avec une exploitation hyper intensive, mais une exploitation modérée. Sur la base de 2 exemples, j'aimerais vous montrer comment fonctionne la protection de la nature. Qu'on ne peut pas placer une seule espèce au-dessus de toutes les autres. Il y a par exemple le chêne, appelé couronne de la biodiversité. Ici, c'est une haie que j'ai entretenue moi-même il y a 6 ans. Il y avait une vingtaine de chênes. Le bas était sombre et ombragé, et il n'y avait presque plus d'arbustes et buissons. J'aime beaucoup les chênes, et pourtant j'en ai abattu le 80%. Nous en avons laissé quelques-uns qui pouvaient former de belles couronnes. Nous avons ainsi fait de la place pour d'autres choses. Nous ne pouvons pas considérer le chêne comme pratiquement le seul arbre sacré, tout comme le loup,
que nous ne pouvons pas non plus considérer comme un animal sacré. En intervenant dans cette haie et en abattant ces chênes, nous avons détruit quelque chose de précieux, mais créé quelque chose d'encore plus précieux. Nous avons fait de la place à ces buissons épineux, sur lesquels se trouve une multitude d'insectes. Et par exemple aussi cette pie-grièche écorcheur, un oiseau de la liste rouge figurant dans la Convention de Berne et qui a pu profiter de la place que je lui ai faite dans cette haie. Les chênes sont toujours là, mais beaucoup d'autres espèces aussi. Pour moi, un exemple d'arrière-plan de la manière dont nous pouvons aussi gérer le loup. On n'a pas besoin de chaque individu tout partout, mais l'espèce dans son ensemble doit être préservée et tenir compte des autres espèces aussi. Il y a aussi beaucoup d'autres haies qui sont très précieuses, sans qu'il y ait des chênes ou de grands arbres dedans. Un deuxième exemple, un verger. Les taches blanches sur l'image, ce sont des ronces ou des mûriers, tout dépend comment on veut les appeler. Les ronces, une super plante. C'est un aimant pour de nombreuses espèces de papillons, environ 50 espèces d'abeilles et bourdons. Un abri et un lieu de nidification pour les oiseaux. En fait, une plante très précieuse. Si on me demande d'entretenir ce verger pour favoriser la biodiversité, comme la plupart de mes collègues de la protection de la nature, je commence par enlever les ronces pour que le verger soit préservé et que la huppe fasciée, les pics et d'autres espèces d'oiseaux viennent s'y installer. Ou encore des fleurs rares, comme des orchidées par exemple. Voilà que nous plaçons d'autres espèces au-dessus de cette ronce, en réalité précieuse. Mais nous fixons d'autres priorités et la repoussons à d'autres endroits où elle a aussi la possibilité de jouer son rôle dans la biodiversité. C'est le même principe pour les loups, c'est presque une pensée philosophique quand nous nous occupons de la gestion des loups, mais ça j'y reviendrai à la fin de ma conférence. Certains disent « tout ça est bien et beau, pour cohabiter avec le loup, il n'y a qu'à faire de la protection de troupeaux. » On vous dit de protéger les troupeaux avec cette clôture à moutons de 90 cm de haut. Les moutons et les chèvres sont à l'intérieur, le loup est à l'extérieur. Cela fonctionne à merveille. Ne faites pas les pénibles et les fainéants. Installez cette clôture et le problème sera résolu. Et voilà, sans élan, sans problème, 1,05 m. Le loup saute par-dessus. Même s'il y a du courant dessus, il ne s'électrocute pas, sans contact avec le sol. Il existe des exemples de clôtures beaucoup plus hautes par lesquelles ils ont sauté. Alors, on pourrait dire, on fait des clôtures encore plus hautes. Si on va encore plus haut, ils grimpent par-dessus. Alors on dit, on rajoute du courant en haut. Il creuse par-dessous. Donc, il faudra encore une protection souterraine pour que les clôtures fonctionnent un peu. Je dis bien un peu. J'ai même lu que certaines places, les loups avaient même mordu les clôtures pour pouvoir pénétrer. Si ça joue ou pas, je ne sais pas. Mais ce que je sais, quand les loups veulent quelque chose, ils trouvent presque toujours un moyen. Une clôture pour un parc à loups dans un zoo fait 3 mètres de haut, avec des protections enfouies dans le sol, de l'électricité, etc. C'est en fait le modèle de clôture de protection contre les loups qu'il faudrait. Faut se mettre à l'évidence qu'il est bien plus facile pour le loup de franchir une clôture et d'y déchiqueter un animal domestique que d'attraper ces stupides animaux sauvages qui s'enfuient toujours. Le pâturage à moutons ou autres animaux domestiques par rapport au gibier est un peu comme pour nous se réchauffer une pizza pré-cuite en 10 minutes plutôt que de cuire un ragoût pendant 3 heures de temps. Ici, le terrain est plat. Ce serait techniquement faisable avec un tracteur et une pelleteuse. Quant à savoir si cela est judicieux et finançable, c'est une autre question.
Mais ici, je peux faire cette clôture de 3 mètres de haut, pas de problème. Maintenant, je vous emmène voir en montagne. Ça, c'est le renommé alpage de Stutz, où la construction de clôtures est tout simplement impossible. Donc faire des clôtures de protection contre les loups de 3 mètres de haut sur cet alpage, juste impensable. Sur de nombreux alpages, on procède désormais ainsi. Le jour, les animaux sont libres à la pâture. Pour la nuit, on les rassemble. On les enferme dans des enclos de nuit. La clôture est électrifiée afin qu'ils soient protégés et qu'ils ne se dispersent pas dans le paysage. Tout cela est bien et beau. Mais comment retrouver les animaux quand il y a du brouillard? Comment rassembler les animaux lorsqu'il pleut, qu'il y a du brouillard et que le terrain est glissant? Et pourtant, c'est en fait la zone de pâture parfaite pour les animaux. Ils font leur travail d'entretien de la biodiversité et du paysage. Les animaux se cherchent aussi eux-mêmes un endroit plus frais quand il fait très chaud. C'est très bien, c'est même parfait. Mais chercher et rassembler les animaux tous les jours dans ces pentes raides, par temps de pluie, sur un sol glissant, n'est pas faisable. Je pense pas que quelqu'un ici dans la salle aurait envie de faire ce travail souvent. Par temps de brouillard, on ne les trouve même pas. Sur les alpages situés entre 2000 et 2200 mètres d'altitude, il peut y avoir de la neige tous les mois. Les clôtures s'écrasent sous le poids de la neige. Avec une clôture aplatie, soit les animaux sortent, soit les loups entrent et attaquent. Ces clôtures peuvent bien fonctionner quand il n'y a pas trop d'intempéries, pas trop de neige, etc. Mais il suffit d'une fois, une seule fois, un imprévu, et le travail de toute une saison peut être anéanti et n'aura servi absolument à rien du tout. Comme ces clôtures ne fonctionnent pas vraiment, nous faisons appel à du renfort. Ici, nous avons ces grands chiens de protection, bruyants, puissants, impressionnants, imposants. Mais ces races méridionales poilues ne sont pas des chiens de combat, ni des policiers ou des soldats, mais juste des portiers. Leur tâche est d'indiquer, c'est-à-dire d'aboyer si quelque chose est là, et le cas échéant, de faire une première défense. Mais ils ont besoin de l'aide du berger, qui prend en charge la défense avec son fusil. Et que faisons-nous? Nous prenons ces chiens de protection qui sont censés se rendre au front et se battre contre les loups. Alors qu'ils ne sont pas des chiens de combat. Ils n'ont par tradition jamais été sélectionnés pour se battre. Cela n'a plus rien à voir avec la protection des animaux. Si nous voulons des chiens qui sont vraiment des soldats, ce sont par exemple ces chiens ici, que je surnomme des brutes tchétchènes. Qu'on se comprenne bien, j'ai absolument rien contre les Tchétchènes, mais je pense que vous comprenez ce que je sous-entends avec cette définition. Ils ressemblent à ça. Les colliers à pointe qu'ils portent pour se protéger sont interdits en Suisse. En Turquie, par exemple, un pays qui a toujours vécu et cohabité avec le loup, le but de la protection de troupeaux avec de tels chiens équipés de colliers à pointe est d'avoir le loup mort au cas où il essaierait de s'attaquer aux troupeaux. Chez nous, il n'est donc pas possible d'abattre les loups. Mais nous sommes censés envoyer les chiens se battre jusqu'à ce qu'au bout d'une demi-heure ou d'une heure de combat très cruel, l'un ou l'autre soit mort. En résumé, nous nous retirons parce que nous ne voulons pas prendre la décision et assumer nos engagements. Nous envoyons des chiens sans défense au front à notre place et les laissons s'entretuer avec les loups par des longs combats violents. Cela n'a vraiment rien à voir avec la protection des animaux. C'est totalement injuste et lâche de notre part. Cette pratique peut aussi ressembler à ça. L'été dernier, une situation dramatique s'est produite à Flims. Une femme se promenait avec son chien. Elle a croisé les chiens de protection
qui ont tué son petit chien terrier. Les chiens de protection ont simplement fait leur travail. Pour eux, un petit terrier, c'est la même chose qu'un loup, car les chiens descendent des loups. On suppose que ces chiens étaient sur le chemin du retour après une nuit d'attaque, où ils ont dû repousser les loups. Puis, sur le chemin du retour, vers leur troupeau, il y avait le petit loup, le chien terrier. Ils l'ont tué, leur mission était accomplie. Pour les propriétaires du terrier, c'était bien sûr un drame très désagréable. Cela aurait aussi pu être un chien tenu en laisse qu'ils attaquaient. Et là, on n'oserait guère s'interposer, car les chiens de protection sont très grands, puissants, très imposants. Les chiens de protection et le tourisme ou les activités de loisirs ne vont tout simplement pas de pair. Même ces beaux panneaux ne servent à rien. Avant, ils disaient « Tenez les chiens en laisse ». Maintenant, ils sont carrément barrés, chiens interdits. Il ne faut pas faire de jogging, les VTTistes doivent descendre du vélo et il faut éviter les troupeaux. Faites-le sur un sentier de randonnée en pente raide. Les animaux sont généralement dispersés sur le terrain ou même sur le chemin de randonnée lui-même. Il faudrait alors monter à quelques 100 mètres de hauteur et chercher son chemin quelque part ailleurs, à travers les rochers et les falaises. Ce n'est tout simplement pas possible, ça ne peut pas fonctionner. C'est pourquoi maintenant les chemins de randonnée sont fermés, pendant la présence des troupeaux et des chiens de protection. Mais pendant ce temps, les touristes sont là, et ils viennent pour faire des randonnées comme ils en ont l'habitude. Souvent, ces réseaux de sentiers de randonnée sont conçus de telle manière qu'il n'y a que ces liaisons-là, et pratiquement aucune autre possibilité. L'utilité touristique de nos régions d'alpage est fortement dévalorisée, car les gens veulent voir des beaux paysages ouverts et les fleurs sur les pâturages alpins. À cause des chiens de protection, ils ne peuvent plus aller dans les zones de pâturage et profiter de l'incroyable biodiversité et des fleurs qui ne prospèrent que grâce aux moutons ou aux vaches. À cause du loup, ceux-ci doivent être protégés et les gens ne peuvent donc plus y aller. Et là où nous exploitons plus, les buissons se multiplient, le paysage se referme et les touristes ne trouvent plus ce qu'ils recherchent. Étant donné que les loups n'attaquent soi-disant que la nuit, pour tout concilier, nous avons réalisé des projets avec une triple protection des troupeaux. Des chiens de protection dans les enclos, des enclos de nuit accompagnés de bergers qui font tout le travail, qui s'occupent de tout en plus de la protection. J'ai mentionné toutes les conséquences. On pourrait peut-être encore l'accepter si au moins cela fonctionnait. Le 25 juin 2022, voici ce qui s'est passé à Coralia. Plus de 70 moutons se sont écrasés en bas des falaises, dont 45 sont morts. On suppose que des loups ont traqué ces moutons par-dessus les rochers, alors que tout était là. Le berger, 6 chiens de protection, les enclos de nuit. Les loups ont changé leur méthode de chasse. Ils ont passé d'une activité de nuit à une activité de jour. Le matin, alors que les moutons pâturaient et que les chiens étaient dispersés dans tout le pâturage, les loups ont choisi un groupe qui se trouvait en bordure. Ils ont utilisé une méthode de chasse éprouvée chez les loups. Ils ont simplement chassé les moutons par-dessus la falaise. La plupart des animaux qui sont tombés étaient morts. Si on avait laissé faire la nature, les loups auraient eu une table bien garnie pendant des jours. Mais bien sûr, on s'est débarrassé des moutons morts et les animaux blessés et survivants ont été soignés. Cela nous montre que même une surveillance de 24 heures sur 24 de nos animaux ne fonctionne pas, car les loups cherchent toujours un point faible pour attaquer. Si nous protégeons suffisamment bien les moutons, c'est au tour du maillon faible suivant. En 2021, la protection des troupeaux de moutons devenait de plus en plus efficace. C'est alors que les loups se sont emparés de ce bovin d'environ 300 kilos. Il y avait 3 ou 4 bovins sur ce pâturage, clôturé avec une clôture normale pour bovins, qui n'est pas une protection contre les loups et qui ne doit pas l'être. Ils ont tué un de ces animaux. À propos de cette image, on dit toujours que si les animaux morts n'ont pas été mordus, saisis à la gorge, qu'il ne peut pas s'agir d'un loup.
C'est tout simplement une absurdité. On le voit dans d'innombrables films documentaires sur la nature. Comme dans le cas de ce bovin, qui n'a pas été tué tout de suite, mais il a été mordu à l'arrière et immobilisé. Une fois qu'il est à terre, les loups commencent leur repas. Ils ne se soucient pas de savoir si l'animal est encore vivant. Tant qu'ils peuvent manger par derrière, tôt ou tard l'animal va mourir pendant qu'ils le mangent par l'arrière. Comme on dit en bon français, l'animal crève à petit feu, d'où l'expression « se faire manger vivant ». Lorsque l'on voit dans des documentaires sur la nature des loups attaquer des bisons jusqu'à ce qu'un animal d'une tonne avec des cornes puissantes, résistant et robuste soit mort, il est clair que tous nos animaux de rente, avec ou sans cornes, sont un repas potentiel pour les loups. Nous l'avions prédit, et en 2022, le 9 juillet, c'est arrivé. Et quelques jours plus tard, encore une fois à Schans, où 2 vaches mères ont été tuées. Elles pesaient 700 kilos chacune. Elles étaient en bonne santé, avec une bonne vitalité, dans un troupeau d'environ 25 vaches mères. Elles n'étaient donc pas abandonnées aux loups. D'après ce que les observateurs ont pu confirmer, c'est probablement 6 individus de la fameuse meute de Beverin qui a tué ces vaches. Là encore, pas de morsure mortelle. Ils se sont approchés par derrière jusqu'à ce que la vache trébuche ou ralentisse. Et une fois qu'elle était à terre, ils ont débuté leur repas. En résumé, les loups ne mangent pas seulement le petit bétail, mais aussi les veaux, les bœufs, les vaches et les chevaux, comme nous le savons désormais. Les loups vont également s'étendre dans tout l'arc jurassien, comme actuellement dans le Jura vaudois. Une observation vient d'être faite à Soleure, plusieurs autres dans la région du parc Chasseral. Et si nous ne faisons rien, les loups s'installeront aussi sur le plateau et formeront des meutes, par exemple dans les cantons d'Argovie, de Zurich, etc. Et là, j'en mets ma main à couper. Ils ont vraiment le potentiel de coloniser toute la Suisse. Rapidement, 2 choses que l'on entend souvent dire. Les lamas et les ânes sont bons pour protéger les troupeaux. Regardez juste l'image. Je n'ai pas d'explication à donner à ce sujet. Cela ne fonctionne tout simplement pas. En Autriche, il y a eu un projet soi-disant innovant, où des moutons ont été équipés de colliers électriques. Si les loups saisissent le coup, ils reçoivent une décharge électrique. Mais les loups tuent aussi de cette manière. Si le cou est protégé, il y a encore beaucoup d'autres surfaces sur l'animal qu'ils peuvent mordre. Ce sont donc des gadgets non fonctionnels. Il faut tout simplement les arrêter. Ce n'est qu'une perte de temps et d'argent. En plus des dommages directs, il y a bien sûr de nombreux dommages indirects, non mesurables, comme la fertilité, entre parenthèses la diminution de reproduction, la santé, le comportement et ainsi de suite. Je ne vais pas entrer dans les détails. Si la situation actuelle perdure et qu'elle ne s'améliore pas, l'exploitation des alpages et des pâturages sera abandonnée dans de très nombreux endroits. Un alpage de Klosters a fait l'objet de grands sujets de discussion l'été dernier. Les moutons ont été redescendus le 28 août, bien que tout ce qui était possible en mesure de protection avait été mis en place. L'un des 2 bergers dormait chaque nuit avec les moutons, à plus de 2000 mètres d'altitude. Heureusement que 2022 était un été chaud et sec. Imaginez cela avec une météo comme en 2021, une année pluvieuse, constamment dehors dans l'humidité. Ils avaient 4 chiens de protection et 10 km de clôture. Et pourtant, il y a eu au moins 60 moutons tués, reconnus officiellement par les autorités, et beaucoup plus d'animaux disparus qu'on n'a jamais retrouvés, car les loups ont directement emporté certains moutons. D'autres ont chuté en bas des falaises, ravins, etc., et n'ont jamais été retrouvés. C'étaient des bergers très motivés, des bons bergers. Ils ont tout fait pour les moutons,
Ils ont donné corps et âme, mais ça n'a pas marché. Ils ont été physiquement et psychologiquement à bout de nerfs. Avant la fin de la période d'alpage, il a fallu désalper cet alpage à moutons très tôt, comme déjà dit le 28 août. Les animaux sont donc rentrés prématurément dans les exploitations de plaine, où il fallait leur donner le fourrage qui était prévu pour l'hiver, ou les faire pâturer sur des parcelles qui étaient prévues pour la fauche pour les réserves de fourrage pour l'hiver. Des situations absolument intenables. Le personnel d'alpage est épuisé et les éleveurs sont anxieux et constamment sous tension. Les bergers sur les alpages doivent conduire les moutons dans des enclos de nuit, le soir quand il commence à faire sombre à 22h30, puis rentrer à pied au chalet pendant encore une demi-heure ou une heure, se réveiller à la moindre irrégularité, au moindre bruit, retourner à l'enclos de nuit, puis de nouveau à 4 heures du matin pour faire sortir les moutons pour que l'enclos de nuit ne soit pas surpâturé, dans des conditions tout simplement invivables. C'est mauvais pour les animaux et le paysage, on démotive du bon personnel, de bonnes personnes formées et motivées disparaissent purement et simplement. Et quand un président du groupe loup suisse dit que le loup fait revivre le métier de berger, c'est de la pure propagande pour le loup. C'est vraiment se moquer des bergers concernés, qui mettent tout en œuvre pour protéger leurs animaux. Cela me ramène à ma réjouissance naïve de l'époque, après la lecture de ce fameux livre, qui dit que les loups sont indispensables pour notre biodiversité et ainsi de suite. Ils ne le sont absolument pas. On pouvait déjà le constater il y a 5 ans, comme certains agriculteurs le disaient. Personnellement, j'avais du mal à l'admettre. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller à l'étranger pour voir ce qui se passe. Tout s'est déjà confirmé chez nous, et je dois donner raison à ces agriculteurs. Ce qui se passe actuellement, c'est ce que l'on appelle l'habituation du loup à l'homme. Les loups sont de moins en moins peureux et discrets. Les loups se rapprochent de plus en plus de nous et ils perdent leur timidité. Ils s'adaptent à nous. C'est en fait un comportement intelligent qui a du sens de la nature. Grâce à cette adaptation permanente, ils ont pu coloniser tout l'hémisphère nord, de la Chine à l'Amérique du Nord en passant par l'Europe. À cause de cette si bonne faculté d'adaptation et leur intelligence, ils vivent partout dans les régions très différentes l'une de l'autre. Si nous les laissons faire, nous perdrons le loup sauvage et robuste que nous souhaiterions avoir, le vrai loup naturel. Ce que nous laissons se développer actuellement, c'est un loup que j'appelle culturel dans les zones urbaines, ce qui est tout faux. Dans ces zones, il y a de la nourriture en abondance. Il ne lui arrive rien. Les renards et les fouines ont déjà fait cette évolution. Chez nous, dans les villages de montagne au Grison, les renards sont chassés. Dans le meilleur des cas, ils s'approchent des habitations isolées, mais n'entrent pas dans les villages. Sur le plateau et dans les villes, ils ne sont pas chassés. Ils sont désormais des centaines. Dans les villes ou les grandes agglomérations, les renards ont une table bien garnie. Qu'il s'agisse de nourriture pour chats, de restes de nourriture humaine, sacs poubelles, etc., ou de n'importe quelle autre nourriture. Et ils trouvent aussi toujours un abri quelconque. Sans régulation, c'est-à-dire clairement des tirs, les loups suivront exactement le même chemin, sauf que les loups sont gros comme des chiens et non pas des renards de la taille d'un chat. Ils représentent une toute autre menace, y compris pour nous les humains. Le seul incident qui ne s'est pas encore produit en Suisse, c'est des attaques sur les humains. Il existe une étude régulièrement citée qui a été faite au cours des 18 années, de 2002 à 2020. Il y a eu 500 attaques de loups avérées contre des personnes dans le monde entier. C'est en fait relativement peu. Ces 500 attaques ont été scientifiquement prouvées. Donc, si une ou plusieurs attaques ont eu lieu sur des humains en Sibérie, par exemple, il y a une forte probabilité qu'elles ne seront jamais comptabilisées dans ces 500. Car il est quasi certain que jamais un scientifique ne se déplacera en Sibérie
pour prouver une attaque de loup sur un humain. À cela vient encore s'ajouter qu'il n'y a pas une étude qui a été faite explicitement pour recenser tous les cas d'attaque de loup sur des humains dans le monde entier. Il faut savoir qu'en Turquie, il a été scientifiquement prouvé que 12 personnes sont mortes et 107 ont été blessées en 12 ans. Il y a encore beaucoup plus d'autres qui n'ont pas été étudiées, prouvées. Un exemple comparable à la Suisse, la province de Zanjan en Iran, reconvertie à la superficie de la Suisse. Cela donnerait 8 blessés par an. Une autre province d'Iran est Hamadan, reconvertie à la superficie de la Suisse, donne l'équivalent de 10 blessés et 1 mort par an. La plupart du temps, ce sont les enfants qui sont le plus exposés à ce danger. Il est tout à fait clair, nous ne sommes pas en Iran, nous avons des conditions de vie très différentes et je ne sais pas non plus comment ils pratiquent la gestion du loup. Mais personne ne doit venir me dire que les loups représentent absolument aucun danger pour l'homme. Ces chiffres, issus d'une étude en fait favorable aux loups, montrent une toute autre image. Ce danger est la continuité de cette habituation du loup à l'homme. En octobre, il y a eu une rencontre à Fourna. Je crois que c'était une jeune fille qui s'est retrouvée un matin devant un loup qui la grognait. Il y a eu d'autres rencontres, une bergère en 2021, et des randonneurs qui se sont retrouvés plus proches du loup que ce qu'ils ne l'auraient souhaité. Jusqu'à présent, en Suisse, rien ne s'est passé, mais nous sommes sur la voie la plus directe pour y arriver. Le 21 novembre 2022 à Vals, à 20h30, en début de soirée et pas au milieu de la nuit. Ils ont compris que là, il n'y avait pas de danger, mais de la nourriture. Ils avaient déjà tué des moutons tout l'automne à proximité des habitations. Et quand il n'y a plus d'animaux de rente, la prochaine étape est d'entrer dans les villages pour voir ce qu'il y a encore à prendre. Il est probable que les chiens et les chats disparaîtront, et que tout ce qui n'est pas enfermé et mis en sécurité sera pris par les loups. La prochaine étape pourrait être celle d'un loup qui se retrouve coincé dans un endroit, ou qui se fait surprendre, veut se défendre et attaque un humain, pour ainsi dire un accident. Les attaques prédatrices sur l'homme sont encore une fois une étape supérieure, car les humains ne sont pas vraiment considérés comme des proies. Mais nous allons tout droit vers une escalation si nous ne serrons pas enfin la vis. Comment pouvons-nous serrer cette vis? Je vous explique la loi de la prédation. Comment fonctionnent les loups? Je suis plus fort et plus rapide que toi, tu es ma proie. Si tu es plus rapide et plus fort que moi, alors je suis ta proie. Je suis une proie, je suis mort. Il y a loup contre loup. C'est en général dans le cadre d'un conflit territorial. Si un intrus est trop lent, il est tué. Si le défenseur est trop faible, il est tué. C'est comme ça que fonctionnent les loups. Ils ne sont pas sentimentaux et romantiques. C'est du 1 est à 1. C'est le comportement du prédateur, que nous pouvons aussi appeler brigand. Comment arriver sans danger à un gros animal comme un élan ou un cerf? Certainement pas par l'avant, où il y a la tête, avec ses stupides cornes dangereuses, ou bois. Mais par l'arrière, je l'immobilise et je commence à le manger. Il s'épuise, il ne se défend plus et ne se sauve plus. C'est la nature. Pour nos animaux domestiques et d'élevage, c'est autre chose. Nous avons la responsabilité de les traiter correctement et de les tuer de la manière la plus humaine possible. Nous ne leur coupons pas simplement une côtelette dehors quand nous avons faim, mais nous les gardons décemment et les laissons paître. Les loups ne font pas ça, les loups ne connaissent pas ça. Contre l'ours et le lynx, c'est la même chose. Ces derniers peuvent être tués par les loups, ou c'est eux qui peuvent tuer les loups. Le plus fort obtient le butin, le plus faible doit laisser le champ libre. La loi du plus fort jusqu'à la mort fait partie des loups. Si nous faisons de la gestion par des tirs entraînant la mort,
plutôt que du bricolage avec des effarouchements, des lumières, etc., nous mettons juste en pratique la logique des prédateurs dans la nature. Les loups fonctionnent ainsi, et c'est le seul langage qu'ils comprennent. Le deuxième point, une population de loups sur l'ensemble du territoire n'est tout simplement pas durable. Quand on parle de durabilité, on parle de durabilité sociale, écologique et économique. Quand nous avons des loups partout, même avec une protection des troupeaux, il y a toujours ce danger latent et cette inquiétude de savoir si quelque chose s'est passé. On n'est jamais tranquille. Cette charge permanente pour les éleveurs et les bergers est pour moi incompatible avec la vie sociale. Cela n'a absolument rien à voir avec les conditions sociales et la sécurité de travail de notre société actuelle. Ensuite, il y a la partie écologique. Si nous effectuons de la protection de troupeaux avec des clôtures et ou des chiens de protection, dans un lieu précieux, riche en biodiversité par exemple, le milieu est constamment dérangé par les chiens. Du côté de la protection de la nature, on espère de façon justifiée que les perturbations humaines dans les zones précieuses diminueront par la diminution de promeneurs, de propriétaires de chiens, de pêcheurs, etc. à cause des chiens de protection. Ce qui est logique. Mais maintenant, dans ces biotopes, il y a constamment ces chiens de protection et les bergers qui se déplacent, sans cesse, en long et en large sur ces pâturages pour effectuer leur ronde de surveillance. Contrairement aux randonneurs, qui en règle générale se déplacent uniquement sur les sentiers et passages prévus à cet effet. Avant, il n'y avait que les animaux de pâture qui se déplaçaient en long et en large sur toute la pâture. Le comportement d'un chien de protection est tout autre. Il est au final aussi un prédateur qui dérange cette biodiversité. Les éperviers, les tétralyres, les lagopèdes, les lièvres, etc. quittent ces zones à cause des chiens de protection, alors que tout serait parfait et que la qualité du biotope serait au top. L'autre problème, ce sont les clôtures dans lesquelles les animaux peuvent s'y piéger et s'électrocuter. Il y a quelques années, certains milieux politiques qui se disent sensibles au bien-être de la nature et des animaux voulaient interdire ces filets flexibles. Parce que non seulement ils constituent des obstacles à la migration du gibier, mais aussi parce que les renards, les cerfs, les chevreuils et parfois les animaux de rente s'y emmêlent et peuvent mourir par électrocution. Dans les cantons de Saint-Gall, Turgovie, une initiative avait été lancée pour interdire toutes ces clôtures, y compris les flexinettes. Au final, ce ne sont que les barbelés qui ont été interdits. Exactement ces clôtures que les milieux de la protection de la nature voulaient interdire sous prétexte qu'elles étaient dangereuses pour la faune sauvage sont aujourd'hui recommandées par ces mêmes milieux pour faire de la protection de troupeaux, et on essaie de les imposer partout, même dans les biotopes les plus précieux. Ce n'est pas de la durabilité écologique. Le troisième point concerne les coûts. Les loups sont un projet de la protection de la nature. Les fonds doivent donc aussi provenir du budget de la protection de la nature. Je reviendrai plus tard sur ces chiffres. Ce sont des sommes colossales que nous engageons pour cela, alors que nous avons besoin d'argent pour la protection de la nature, pour financer des mesures de sauvegarde et des travaux. D'énormes sommes de cet argent sont dépensées pour les loups, alors qu'elles manquent pour créer des habitats pour des espèces réellement menacées et en danger figurant sur la liste rouge. En bref, il n'est financièrement pas possible de coloniser durablement l'ensemble du territoire avec des loups. Il faut des zones de pâturage sans loups. Ceci veut dire clairement que si des loups apparaissent dans ces zones, ils doivent être chassés toute l'année. S'ils disparaissent, c'est bien, mais cela ne signifie pas que le problème est résolu, il est simplement déplacé. Mais nous devons aussi créer de ces zones à loups, des zones de refuge où les loups se sentent bien. Nous ne pourrons pas éviter l'apparition de quelques meutes en Suisse,
mais nous devons limiter ces zones afin de ne pas nuire à l'ensemble de l'agriculture de montagne. Dans ces zones de présence du loup, nous avons besoin d'une gestion qui permette aux loups de rester en forme pour garder leur instinct naturel sauvage, car tôt ou tard, les jeunes loups émigreront. Ce qu'ils auront appris dans les zones sauvages à loups, ils le feront plus tard dans les zones cultivées. C'est pourquoi nous devons leur faire respecter une ligne rouge que nous voulons en dehors de la zone à loups. Nous devons les tenir constamment à l'écart. De cette façon, quand ils arrivent, ils sont peureux et quasi invisibles. Ils migreront peut-être un peu plus loin jusqu'à ce qu'ils trouvent à nouveau une zone à loups où s'installer. Ce n'est absolument pas irréaliste. Lorsque les premiers loups sont arrivés en Allemagne, ils étaient exclusivement dans des zones d'entraînement militaire. On peut se poser la question, pourquoi? Comment ça se fait? Ils venaient des pays de l'Est, où ils étaient toujours chassés. Ils étaient discrets, peureux, avaient leur instinct naturel sauvage et invisible. Les premiers ont causé peu ou presque pas de dégâts. Ils ont migré jusqu'à ce qu'ils aient trouvé des zones calmes retirées. Et c'était justement des terrains d'entraînement militaire. Il peut aussi s'agir d'une autre zone calme où ne surviennent pas ces conflits ingérables que nous connaissons aujourd'hui. Et il ne s'agira pas non plus d'un nombre élevé comme il y en a aujourd'hui, mais de manière à ce que cette espèce puisse exister en Europe. Il ne s'agit pas d'une véritable coexistence, mais de créer en fait des zones fermées dans lesquelles les loups peuvent vivre, où ils ont comme, en quelque sorte, leur mot à dire, où nous devons nous adapter à eux dans une certaine mesure. En dehors de ces zones, ce sont les humains qui ont leur mot à dire, pour permettre une exploitation agricole vivable et maintenir la biodiversité. Dans ces zones, il y aurait besoin d'une protection de troupeaux renforcée, et ainsi de suite, pour que l'exploitation agricole puisse tout de même se poursuivre. Pour que cela fonctionne, il faut un deuxième point très important, un plafond de population. Avec de plus en plus de loups et une multitude de jeunes loups qui émigrent chaque année, un tel concept ne peut évidemment pas fonctionner sans une régulation. Il faut bien se mettre d'accord sur le nombre de loups que l'on peut tolérer et fixer une limite supérieure dans laquelle le système ne peut pas fonctionner. Il est certain que nous allons encore être obligés de serrer la vis et ça va prendre encore quelques années jusqu'à ce que nous arrivions à ce résultat. Voici un exemple de ce à quoi cela pourrait ressembler dans les grisons. Bien que cela n'ait encore jamais fonctionné, d'intégrer des loups dans un paysage culturel densément exploité comme le nôtre, pour l'instant ce n'est qu'une théorie, mais je crois que nous pouvons l'essayer. En fin de compte, c'est aussi une question de luxe financier. Nous dépensons de l'argent pour des stupidités bien pires que celles-là. Donc, nous pouvons essayer. Qui n'essaie rien n'a rien. Il y a un mandat de la société à cet effet, mais il ne faut pas qu'il fasse échouer de nombreux autres objectifs sociaux. La Chambre d'agriculture des Grisons a fait quelque chose de très bien à mes yeux avec cette charte du loup pour 2 meutes discrètes dans les Grisons. Si l'on extrapole cette densité pour l'Europe, cela représente tout de même 2500 meutes. Il peut y avoir des régions qui peuvent avoir une plus grande densité. Avec cette solution, les Grisons peuvent répondre à une obligation internationale de protection du loup. Cela donne une population plus que viable, qui fonctionne de manière à ce que l'agriculture puisse également subsister. Si nous regardons de quelles meutes il s'agit, ce sont des meutes qui permettent à l'agriculture d'exister, car elles n'ont pas tué d'animaux de rente. On peut continuer à travailler avec elles. Bien sûr, avec des mesures de protection, l'idée est de faire une sorte de sélection des loups, comme le font les agriculteurs avec leur bétail. On garde des animaux qui ont les bonnes caractéristiques adaptées à l'exploitation. Dans notre cas, celles-ci sont les loups craintifs, discrets, et qu'ils respectent la protection des troupeaux.
La protection des troupeaux représente une charge de travail importante pour l'exploitation. Je ne veux pas imposer à tous les alpages de faire cette protection des troupeaux avec une telle intensité. Je souhaite quand même me relever. Au Calanda, quand la première meute est arrivée, il y a eu beaucoup de dégâts. Puis, nous avons mis des mesures de protection en place. Je ne veux pas dire que tout s'est passé à merveille, mais quand même de façon vivable avec cette meute-là. D'où je dis, on peut s'accommoder d'une deuxième meute si elle trouve un bon endroit et qu'elle respecte plus ou moins les mesures de protection. Ainsi, nous remplissons nos engagements. C'est ce Calanda. On y voit beaucoup de zones relativement sauvages, beaucoup de forêts et de rochers. Il y a sauf erreur seulement un alpage à moutons. Ils y ont fait la protection des troupeaux. Cela a fonctionné jusqu'à maintenant. Les loups sont là. Quand je vois pour tout quoi on dépense de l'argent aujourd'hui, colliers émetteurs et j'en passe, je dirais que les loups de ces zones pourraient aussi être pris en charge et surveillés intensivement. Les fonds pourraient être utilisés pour du personnel qui surveille uniquement ces loups, comme des rangers par exemple. Et puis, il y a cette ligne rouge. Ils doivent respecter les simples clôtures à moutons, sinon c'est l'abattage. Et ils l'apprennent, faut pas s'inquiéter. Ils ne doivent pas non plus toucher au gros bétail. Il faut bien planifier tout cela et compenser les pertes de rendement à l'agriculture. Car en fin de compte, c'est une expropriation, une dévalorisation agricole, il faut la compenser. Ils doivent respecter les limites territoriales. Autrement, on leur fait goûter l'air plombé. C'est l'avantage d'avoir affaire à un animal intelligent. Et avec le système actuel, c'est un inconvénient pour nous. Car il est sans cesse en train de nous feinter. Mais on peut le gérer et l'éduquer, bien mieux qu'un animal bête. Je peux chasser des canards sur un étang tous les jours, ou même en abattre, ils reviennent toujours de nouveau au bout d'un certain temps. Aujourd'hui, les loups nous feintent parce qu'ils sont intelligents. Mais les loups apprennent très vite et tirent des leçons et sont marqués d'un abattage contrôlé dans la bonne situation au bon moment. N'importe quel chasseur de cerfs sait que dès que la chasse aux cerfs commence en automne, les cerfs retournent dans les zones de tranquillité. Ils savent parfois au mètre près où se trouve la limite de la zone. L'expérience nous a même montré chez les cerfs qu'ils arrivent à retenir quels sont les jours de relâche de chasse. Tout comme le loup, ils sont intelligents et apprennent très vite. Et c'est de cette même manière que nous pouvons aussi éduquer les loups, afin qu'ils apprennent vraiment où se trouve cette limite et qu'ils y restent. Vous allez me dire que ce n'est pas naturel, que c'est un système artificiel. Dans une certaine mesure, je vous réponds oui. Mais intégrer un prédateur aussi puissant qui a besoin d'autant d'espace dans un paysage autant urbanisé, aussi densément peuplé et exploité, n'a plus grand-chose de naturel non plus. Jusqu'a priori, personne n'a jamais eu cette idée dans l'histoire de l'humanité. Cette idée, je la lance. Nous, les Suisses, sommes les champions du monde pour la planification. Nous sommes aussi très méticuleux et persévérants. Je le reconnais, cela reste un produit un peu artificiel. Mais comme les loups sont apparemment tant souhaités et si admirés pour le moment, nous pouvons essayer de les garder sans causer d'autres dégâts. Et, parallèlement, cette idée n'est pas si artificielle que ça. Nous n'avons que très peu d'animaux sauvages qui colonisent l'intégralité de notre territoire. En résumé, les loups pourraient coloniser toute la Suisse, mis à part le lac de Constance ou le Cervin. Une libellule n'est jamais dans tout le paysage non plus. Elle a ses étangs, ses biotopes, mais elle n'est pas entre les deux. Elle doit simplement pouvoir se déplacer, aller et venir entre ces différents espaces d'habitat.
Une orchidée qui pousse dans une prairie sèche apparaît seulement dans les prairies sèches et pas ailleurs. Elle n'est pas entre deux. Ce souhait particulier que nous devons avoir une espèce partout est quelque chose de tout à fait spécifique au loup, qui n'est pas du tout nécessaire ou recherché dans la protection de la nature. Il y a ce concept de métapopulation, je ne vais pas être trop théorique là-dessus, mais ce concept dit qu'il y a des habitats, des patchs, où les exigences d'une espèce ou des espèces souhaitées en matière d'habitat sont remplies. Ça pourrait par exemple être un étang pour des libellules. Certains habitats sont colonisés, d'autres plus, et vice-versa. Il y a toujours comme une rotation, de sorte qu'ils recolonisent un endroit et disparaissent à un autre. La seule chose dont la nature a besoin, c'est que toute cette construction fonctionne ensemble. Et nous pouvons appliquer le même modèle aux loups. Que nous ayons des zones occupées par les loups et en même temps d'autres zones inoccupées par les loups, mais qui pourraient l'être. Dans ce cas, nous n'aurions pas des loups partout. Et c'est comme ça que l'on peut définir ce plafond de population. Si nous comparons ce modèle avec les chênes dans la haie que je vous ai montré tout à l'heure, nous préservons ces individus, mais pas tous en même temps et tout partout. Ça nous permet de laisser de la place pour tout autres animaux et espèces végétales dans notre paysage. Nous nous rapprochons ainsi de la coexistence tant recherchée. Il y a 5 points qui sont à mes yeux indispensables et qui ne fonctionnent que si les 5 sont remplis. Les 3 derniers points, je vous les ai expliqués. Le premier point est la communication transparente. Je crois que j'ose le dire. Les grisons sont vraiment très exemplaires à cet égard. Certes, il y a toujours des détails à discuter. Mettre au point. Et tout le monde n'est pas toujours d'accord. Ça c'est clair et c'est normal. Mais avec le système d'alarme par SMS, les observations cartes et les communiqués de presse, il y a une bonne communication et transparence. Ce que j'entends toujours de nouveau, c'est que dans les endroits où ça commence avec les loups, qu'on ne reçoit aucune information. Si les gens qui veulent des loups ne sont pas prêts à communiquer de manière transparente, ils sont en fait les fossoyeurs de la protection des loups. Soit on joue carte sur table, soit on sape cette coexistence et on la met en péril. Ça peut être la faute des instances ou simplement parfois de certaines personnes responsables. Ce secret très souvent pratiqué n'est pas possible, n'est pas viable. Les cartes doivent absolument être posées sur la table de façon ouverte et transparente. Malheureusement, ce n'est trop souvent pas le cas. Le deuxième point est le suivant. Tous les coûts doivent être pris en charge par l'État. Les propriétaires terriens, les promeneurs, les touristes et les agriculteurs qui sont entravés dans leurs activités ne sont pas intéressés par les loups. Il faut le dire honnêtement. On peut dans une certaine mesure le supporter et essayer de vivre avec. Mais ceux qui veulent des loups doivent dédommager tous les frais qui en découlent. Il faut en être conscient. Si on cumule tous les frais, ça fait beaucoup d'argent. Pour l'année 2022, j'ai calculé les postes budgétaires. Cela représente environ 15 à 20 millions de la part de la Confédération et des cantons. Cela représente environ 100 à 150 000 francs par an et par loup. Et attention, à cela s'ajoutent les coûts non couverts. C'est-à-dire les dépenses des communes, des agriculteurs, tout ce qui est lié aux énormes frais de clôture, aux chiens de protection des troupeaux, aux pertes de temps suite à des attaques comme rechercher les animaux, faire les constats, etc. Des sommes qui sont encore plus difficiles à chiffrer avec précision, soit 50 à 150 000 francs par loup. Si on les additionne,
cela représente presque 250 000 francs par loup et par an. Chaque meute coûte 1 à 2 millions de francs chaque année. Au final, nous devons nous poser la question: combien de loups voulons-nous payer? Quel est le budget annuel que nous sommes d'accord d'attribuer pour le loup? Je ne peux pas non plus me rendre dans un restaurant 5 étoiles et commander tout ce qui me fait plaisir sur la carte, et après avoir bien mangé, répondre à la sommelière: je n'ai pas assez d'argent, il vous faut vous contenter avec 50 francs. Ceux qui veulent ces loups doivent aussi payer les coûts qui en découlent. Et si l'argent n'est pas à disposition, ce n'est pas compliqué, on en tolère moins. C'est un calcul tout simple qui actuellement ne se fait pas pour le retour du loup. Et où les postes budgétaires des pouvoirs publics sont tout simplement d'année en année de plus en plus élevés. Et de nombreux coûts sont répercutés sur les éleveurs parce que les financements fédéraux et cantonaux ne sont pas là. C'est un comportement très injuste. S'agissant de la part de la protection de la nature, il faut se poser la question: où mettons-nous les priorités? Moi, personnellement, j'ai au moins 55 autres priorités financières plus importantes avant de déclencher cette vague de loups. Pour terminer, je pense que nous pouvons intégrer quelques loups dans notre paysage. On peut l'illustrer un peu à l'aide de ce mécanisme d'horloge. Dans la plupart des endroits, notre paysage est tellement engrenés l'un dans l'autre, interconnectés et tortueux, qu'il est tout simplement impossible d'y ajouter quoi que ce soit, comme il serait impossible d'ajouter une roue dentée au milieu de ce mouvement d'horloge. Mais dans des endroits comme par exemple tout au bord extérieur de ce mouvement d'horloge, on pourrait encore ajouter une roue dentée. Cela ne perturberait pas les rouages indispensables au bon fonctionnement de l'horloge. Nous devons chercher ces endroits dans notre pays où il est possible d'y introduire une telle pièce. Mais aujourd'hui, on y introduit de force une pièce géante, c'est-à-dire des loups. Une pièce qui est beaucoup plus grosse et solide que toutes les autres et qui endommage tout le mouvement de cette horloge, qui très vite ne fonctionnera plus. Cette histoire de loup est souvent qualifiée d'insignifiante. Ce n'est en tout cas pas le cas. C'est déjà presque une mission plutôt impossible. Nous devons vraiment chercher des solutions et serrer la vis beaucoup plus fort que nous le faisons actuellement. J'en termine avec l'image de cette vieille dame. Nous parlons souvent de durabilité et de compatibilité avec les petits-enfants. Mais nous avons aussi besoin d'une convenance ancestrale. Les générations qui nous ont précédés ont créé et entretenu ce magnifique paysage à la sueur de leur front, dans l'adversité et avec beaucoup de difficultés. Nous devons honorer cet héritage et le perpétuer et non le détruire avec une idée abstruse de colonisation généralisée par le loup. J'en ai terminé avec cette partie. Il y aura encore une discussion. Je me réjouis de pouvoir répondre à vos questions critiques.